Bon matin tout le monde et bienvenue à une autre édition de nos Jeudis Techno, nos Tech Thursday de Team Canada. Un petit peu de housekeeping avant de commencer, juste pour mentionner que tout le monde est en mute. Il y a pas, on va rester comme ça durant la présentation. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Vous utilisez le panneau questions. Je vais tenter d'y répondre au fur et à mesure que le webinaire avance. S'il y a des questions qu'on ne pourra pas répondre, on va tenter de les répondre par après, puis envoyer les réponses. Aujourd'hui, la puissance du modèle Zero Trust, la deuxième partie. Si vous vous rappelez, on avait fait une partie 1 en mars. Donc aujourd'hui, on va parler des modules complémentaires. On va commencer là. Je me présente, Patrice Desaulniers. Je suis un Sales Engineer pour le Canada. On couvre à deux le pays. Avec WatchGuard depuis 2019. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui veulent savoir d'où l'accent vient, je suis à Shawinigan au Québec. Donc, c'est pour ça que je parle un petit peu plus en mode fermier. Aujourd'hui, à l'agenda, on va faire un petit retour sur la partie 1 pour aller chercher les points importants qu'on voulait revoir aujourd'hui. On va parler des modules complémentaires, dont Patch Management, le Full Encryption, l'Advanced Reporting Tool, le CM Feeder et des API disponibles pour vous autres qui êtes partenaires et aux clients si vous voulez les utiliser. On va voir aussi en deuxième partie, c'est pour ça que j'ai inversé ces deux portions-là, le portail partenaire qui s'adresse plus à nos MSSP, à nos gens qui vont gérer plusieurs clients. Puis on va aller voir un avant-goût, vraiment avant-goût, parce qu'on va se garder la définition et l'explication au complet de notre RMM, notre Systems Management, qui est un outil de gestion pour parc informatique, autant les postes de travail, les serveurs, device réseau, ces choses-là. Donc, première portion, notre retour sur la partie 1. Vous vous rappelez, en mars, on va faire un petit retour en arrière. On va embarquer dans notre machine à voyager dans le temps. Le 18 mars, pour ceux qui veulent aller le visionner, si vous étiez absent, vous n'étiez pas là, la présentation est disponible sur notre chaîne YouTube de WatchGuard Canada. Je n'ai pas mis le lien là, mais si vous êtes là et que vous m'entendez parler à l'heure actuelle, vous allez recevoir ce lien-là après la présentation pour l'enregistrement de cette présentation actuelle, celle qu'on est dedans. Si vous m'écoutez non pas en direct, mais en enregistrement, donc vous êtes déjà dans la chaîne YouTube. Vous avez juste à aller voir dans la liste des vidéos, vous allez le trouver là. On avait abordé dans le paysage de la cybersécurité, on avait aussi parlé de notre modèle de protection multicouche. Il y a une des couches sur laquelle je veux revenir là qu'on va aller voir. On avait parlé de l'architecture de la plateforme. Dans ça, il y avait des modules complémentaires. C'est là qu'ils vont revenir. Puis on avait fait une petite démo. C'est la même plateforme qu'on va retourner dedans. Fait qu'on avait adressé les cybermenaces les plus courantes. On avait mis beaucoup l'emphase sur les menaces à jour zéro, les menaces inconnues. On avait fait la différence entre un virus connu qui provient d'une liste, qui provient d'une base de données qui a déjà été rencontrée. Ce qu'on voulait adresser avec Adaptive Defense 360, puis avec les outils qu'on avait, c'était la portion inconnue ici. Et autant les autres, les crypto-lockers qu'on pourrait retrouver, qui sont aussi dans la catégorie souvent Zero Day, qui sont dans la partie inconnue à cause des mutations ou du polymorphisme qui sont capables, les virus, autrement dit, ils changent pour essayer d'éviter les antivirus de signature. On se rappelle, j'avais montré cette statistique-là, que 61% en date du 18 mars, 60% des malwares détectés par nos systèmes chez WatchGuard étaient zero day, donc étaient inconnus. Ça a évolué depuis ce temps-là. On aurait descendu à 56, ce qui est quand même une bonne nouvelle, mais on est en haut de la moitié des virus détectés qui sont inconnus. Donc, l'importance d'aller avec nos services de détection avancée, autant au niveau du endpoint que de notre plateforme périmétrique, notre pare-feu, le Firebox aussi. Je voulais aussi revenir sur notre modèle multicouche. Je vais passer très rapidement parce que j'avais déjà passé du temps dessus. Fait qu'on avait la base qui était la détection par signature. On avait la détection contextuelle et c'est là qu'on va commencer à embarquer les modules complémentaires. Où c'est qu'on avait
notre technologie anti-exploit. Le terme français de ça, il est moins évident à dire, mais on avait une technologie qui nous permettait de détecter des attaques sur des logiciels qui étaient légitimes, qui étaient déclarés comme étant des goodware, des bons, on voulait permettre l'exécution, mais qui n'étaient pas à jour et qui pouvaient nous permettre une surface d'attaque. Je vais revenir souvent avec ce mot-là aujourd'hui, la surface d'attaque, qui nous fournissait une surface d'attaque via la vulnérabilité pour être capable de rentrer dans un réseau puis commencer du mouvement latéral, commencer une attaque à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans les modules complémentaires, on va avoir un module qui s'appelle le patch management. Fait qu'on va avoir la détection des attaques-là, mais il faut quand même adresser ces vulnérabilités-là. Il faut aller faire la mise à jour de nos logiciels, puis notre outil de patch management va nous permettre d'aller jusque-là. Pas seulement pour les systèmes d'exploitation comme Windows, mais pour l'ensemble, au-dessus d'une centaine de manufacturiers de logiciels qui vont être capables d'être mis à jour, détectés, mis à jour par notre service de façon centralisée, de façon facile. Fait que notre sécurité, facile et simple. Donc, on avait nos autres couches, l'approche Zero Trust, qui était notre Adaptive Defense, et notre Trend Hunting, qui était notre équipe qui, avec la télémétrie, et là, c'est mon deuxième mot du jour, télémétrie, parce qu'on avait dit qu'aussitôt qu'on avait Adaptive Defense, on avait une quantité très forte de données qu'on avait sur l'exploitation de nos postes, l'exploitation de nos processus, mémoire, utilisation réseau, processeur dans les machines. Et je ne parle pas juste du niveau d'utilisation, mais qu'est-ce qui est utilisé quoi, dans quelle mesure, puis qu'est-ce qui s'est passé. Si on avait des choses qui avaient de l'air un peu suspectes, notre service, qui est à votre service à vous, mais notre service de Threat Hunting, qui est là pour vous autres, fait que vous n'avez pas besoin de développer cette expertise-là, on l'offre dans notre produit, c'est inclus dedans. Threat Hunting va se servir de cette télémétrie-là pour aller donner des indications d'attaque. Mais cette télémétrie-là est aussi accessible à vous autres partenaires, à vous autres clients, via notre outil de rapport et d'alarme. Fait qu'on va le voir, celui aussi qui fait partie des modules complémentaires. Ces données-là sont accessibles. Si on veut aller chercher ces données-là et les envoyer dans notre propre système, on a un outil qui s'appelle le CM Feeder qui va aussi nous permettre de rediriger ce que nous autres, on ramasse en télémétrie, de l'envoyer dans nos systèmes chez WatchGuard Panda ou de l'envoyer aussi dans vos systèmes locaux si vous voulez faire de la détection par SIEM. On va voir un petit peu c'est quoi plus tard à ce niveau-là. Fait qu'on avait parlé de notre plateforme Ether, qu'on avait un simple agent, un agent unique à déployer pour installer nos outils de protection. C'est le même agent qu'on va voir ici qui va déployer nos outils complémentaires. Donc, le patch management, le full encryption qu'on va avoir là. J'ai parlé du Advanced Reporting Tool qui n'est pas un outil qui se déploie sur le poste, mais qu'on va pouvoir utiliser à partir de la console. Tout ça est dans notre base Ether qu'on a. Fait que c'est un petit peu le retour sur ce que je voulais faire, sur ce qu'on avait présenté. Fait qu'on va voir la liaison avec tout ce qu'on va présenter aujourd'hui. Pas de questions, super. On va continuer. On va commencer avec le premier module qui est le Panda Patch Management. Fait qu'on parle de réduire la surface d'attaque. On a un module qui va travailler sur tout ce qui est post-Windows à l'heure actuelle et nous permettre de faire l'inventaire des logiciels installés puis d'aller voir est-ce qu'il y a des choses. Non seulement on a l'inventaire du logiciel, mais on va avoir sa version. Puis sur une base de CVE, une base de vulnérabilité, on va être capable d'aller faire un match et dire ben, la version qui est actuellement installée est potentiellement vulnérable et il y a une mise à jour de disponible et la voici. Et ça va nous permettre de le faire de façon centrale. Donc, le patch management, on va avoir la liste de ces choses-là, sans répéter ce qui est écrit là, évaluer, surveiller et hiérarchiser, autrement dit prioriser. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est une mise à jour qui est critique? Est-ce que c'est une mise à jour qui est de maintenance? Comment qu'on va faire ça? On va pouvoir se déclencher des rapports ou des alarmes sur le niveau de criticité pour être capable d'agir rapidement. On va être capable, avec le patch management, de prévenir les incidents, prévenir les attaques potentielles. Puis là, j'ai remis en rouge le terme surface d'attaque parce qu'en s'occupant de faire les mises à jour, on a beau avoir installé des protections au périmètre, on installe des protections au poste.
quand on va permettre à un logiciel de rouler, on va dire celui-là, exemple, on va laisser rouler la suite Office. Quand elle n'est pas mise à jour, il y a un potentiel d'attaque dessus. Même affaire sur des logiciels de serveur. Si on les installe là, puis on les laisse là 2-3 ans, on se retrouve avec un potentiel d'attaque dessus. Il faut faire la maintenance de ces logiciels-là, il faut suivre ça. Fait que notre outil de patch management va nous aider à rassembler ces informations-là, nos inventaires, nos versions, et de faire la mise à jour dessus. On pourra faire les mises à jour immédiatement, fait que de façon centrale, sans avoir à faire le tour de nos parcs informatiques. Et là, je m'adresse autant à vous qui êtes clients qu'à vous, nos partenaires. Clients à partir de la console, partenaires à partir de notre console, partenaire aussi que vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos clients. Fait qu'on pourra le faire si vous êtes en service géré ou si vous êtes un client indépendant. Tout ça est centralisé. Fait on va avoir un statut, on va avoir vers où ça s'en va. Puis, les vulnérabilités vont être limitées à un minimum. Fait qu'on va, en réduisant notre surface d'attaque, on vient de se donner des meilleures chances de passer au travers sans avoir des problèmes de sécurité. On va avoir aussi, puis là, le terme que je voulais montrer, c'est les logiciels en fin de vie, EOL ici en bas. Fait qu'on va avoir, notre inventaire, mais en plus, on va avoir un indicateur. Est-ce que j'ai des logiciels qui sont plus maintenus par le manufacturier en question? Ce qui m'indique qu'il pourrait avoir un autre potentiel, parce que s'il n'est plus en maintenance, il n'y a plus de développement qui se fait sur le logiciel. Il faut que je trouve une alternative rapidement, au cas où que j'aurais un potentiel, une vulnérabilité qui sortirait dessus ou qui aurait une exploitation jour zéro, ça pourrait arriver aussi, et que là, on pourrait avoir un potentiel d'attaque. Fait qu'en ayant cet inventaire-là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Le deuxième module, qui est Full Encryption. Full Encryption, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On va aller chercher, on va aller utiliser, tirer profit de BitLocker, qui fait partie des systèmes d'exploitation Microsoft Windows. Puis, on va aller donner un plus. On va aller être capable de gérer centralement le statut d'encryption, autant le déclencher que de récupérer les clés. Ceux qui ont déjà activé BitLocker sur des environnements de travail, actuellement, si un utilisateur fait l'encryption, on est content parce qu'au moins l'appareil est protégé, mais la clé est où? La clé est possédée par un usager. Si lui s'en va, si lui nous quitte, s'il arrive quelque chose ou il quitte en mauvais terme, il pourrait partir avec une clé puis nous empêcher de récupérer des données parce qu'on protège le disque, mais si on n'a pas l'accès sur le disque non plus, on vient un peu de se tirer dans le pied. Fait que Full Encryption va nous permettre de faire protéger le poste de travail en cas de vol, en cas de perte. Quelqu'un se promène avec son laptop, il part du bureau, s'en va à la maison, le sac est en arrière du véhicule, on arrête à la station d'essence, on rentre en dedans pour payer, on essaye de payer à la pompe parce qu'on veut, aujourd'hui on se promène plus tôt, on rentre plus tôt dans les magasins, mais on sort de l'auto, on revient, fenêtre cassée, portable disparu. Quelqu'un l'a vu, il est intéressé, il est parti avec. Au moins, nos données sont protégées. Au moins, la perte des informations propriétaires dans notre entreprise, notre valeur d'entreprise, peut-être, peut être sur ce portable-là, elle va être protégée. Fait quelqu'un qui n'a pas le mot de passe, qui n'a pas les accès, ne pourra pas aller là. Ça se fait via l'agent qu'on a actuellement de connecté, qui est notre agent Ether, et l'encryption, la configuration de l'encryption va se faire là. On va être capable de fournir, justement, on vient de se faire voler un laptop, on va être capable de fournir à nos assurances, dire j'ai un laptop qui est parti, les assurances vont sûrement poser la question, est-ce que les données dessus sont protégées? Oui, voici le rapport. Je suis capable de dire et de fournir le niveau, pas le niveau, mais le statut d'encryption, la date qui est encryptée et quand il est parti, l'appareil était confirmé comme étant protégé de ce côté-là. Je suis revenu un petit peu en arrière parce que tantôt, je parlais de récupération des clés. Je pensais que j'avais l'impression d'avoir une slide là-dessus, mais de façon centrale, les clés vont être envoyées là. Tantôt, quand on va jouer dans la console, on va le voir aussi comment ça fonctionne. On va être capable d'aller récupérer les clés. Fait qu'on va avoir le niveau de façon centrale d'encryption et on va avoir la récupération de la clé comme administrateur. Donc, on va être capable d'aller récupérer un poste, même si l'usager l'a oublié ou qui est parti, comme on dit. Je reviens sur mon terme que j'ai mentionné tantôt, de la télémétrie. Tout ça, toutes nos applications de sécurité, Adaptive Defense 360,
nous permet d'aller chercher énormément d'informations. Et là, j'ai un petit peu de statistiques. On va aller chercher de la visibilité sur nos postes. 30 catégories d'événements, 94 catégories de sous-événements qui viennent en plus de ça. Au plus de 10 000 attributs collectés pour chaque fichier. C'est de l'information. Comment c'est traité? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va avoir de l'information sur l'intégrité de notre système d'exploitation. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos actions critiques. Est-ce qu'il y a eu une installation? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour? On va avoir un suivi de ces choses-là. Est-ce qu'il y a eu un malware? Est-ce qu'il y a eu des informations? Comment le réseau a été utilisé? Est-ce qu'il y a un processus qui a accédé au réseau et qu'est-ce qu'il a essayé de télécharger? Est-ce qu'il était... Puis là, on l'avait vu dans notre présentation, notre suivi d'activité malware. On avait vraiment le malware qu'on avait surveillé, qu'on avait fait son analyse durant la présentation. Il avait ouvert des ports réseau. C'était ouvert un port, c'était testé lui-même pour vérifier la connexion entrante. Il était allé sur l'Internet, avait téléchargé d'autres processus malicieux pour être capable de continuer à évoluer. Fait que ça, on va le voir dans les données. Est-ce qu'on a des applications qui sont vulnérables? Quelles données ont été accédées? Est-ce que les données ont été essayées d'être encryptées? Ah, CryptoLocker, on va avoir des informations là-dessus. Et comment les processus ont été manipulés? Est-ce que j'ai quelque chose qui essaye de modifier un processus en mémoire? Fait que là, on va avoir des attaques sans fichier. Le terme en bon français, fileless attack. Est-ce qu'on va avoir eu des événements là-dessus? Toutes ces données-là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Sont envoyées. On a l'outil Advanced Reporting Tool je vais tout le temps revenir avec l'information, c'est Reporting Tool, c'est un outil de visualisation de nos données de télémétrie. Fait qu'on va souvent parler Advanced Visualization Tool. Mais le terme pour l'instant, c'est encore Advanced Reporting Tool. Qu'est-ce que ça va nous permettre? C'est d'aller voir cette télémétrie-là sur un an de données complètes qu'on va avoir d'accumuler. Donc, tout ce qui a été envoyé à la télémétrie via les produits Panda Adaptive Defense, Adaptive Defense 360, vous y avez accès avec ce module complémentaire-là. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Aller creuser dans ces données-là, voir l'utilisation de nos postes de travail. Fait ça va être compilé AD 360. On n'a pas besoin d'investir dans un serveur pour ramasser ça. Tantôt, j'ai parlé de CIEM, fait que ce n'est pas une obligation pour vous autres clients, ce n'est pas une obligation pour vous autres fournisseurs de services. Je ne suis pas en train de définir que ART, c'est un CIEM, mais c'est un outil qui va vous donner accès aux informations pour faire de l'analyse puis ces choses-là. Fait que ça, c'est sans serveur de votre côté, c'est hosté chez nous. On va pouvoir aller voir complètement l'utilisation, les comportements des applications, des phénomènes d'utilisation du réseau, puis qu'est-ce que les utilisateurs ont fait. Il y en a-tu qui font des choses qui sont contre un petit peu les politiques de l'entreprise. Est-ce que Spotify roule la journée puis on ne veut pas le permettre parce qu'on a une limite de bande passante puis on veut la garder pour les besoins de travail, pour les besoins corporatifs et non pas pour des choses dans tant que ça. Fait qu'on a accès à ces données-là via RT. J'ai aussi mentionné tantôt, celle-là, c'est une slide, elle est pleine de texte, vous m'en excuserez, mais je voulais juste en parler rapidement. Aussi, le CIEM Feeder. CIEM, ça tient pour Security Incident and Event Management. C'est un outil de corrélation. Si vous êtes un fournisseur de services de sécurité, généralement, on va aller, quand on va atteindre un certain volume, on va vouloir aller vers ce genre d'outil-là, où on voit un petit peu les morceaux de casse-tête ici, qu'on a des données qui proviennent de nos serveurs, de nos pare-feux, de notre détection d'intrusion, de notre posture réseau, de nos postures de station de travail, de nos routeurs. Et là, autant Adaptive Defense 360 va fournir des informations de sécurité. Puis là, on va envoyer ça dans un système unique qui va faire de la corrélation de tout ça, qui va nous donner une posture de sécurité très avancée. Mais tout ça pour aider nos clients, parce qu'on est un fournisseur de services de sécurité. Bien, si on veut prendre les données fournies par Adaptive Defense, on peut prendre le CIEM Feeder et envoyer ces informations-là dans notre CIEM privé dans nos infrastructures à nous autres, qui va nous permettre de travailler avec ça. C'est un module qui est disponible pour vous autres. On voit ici, c'était pour faire un petit wrap-up, les modules complémentaires. On voit qu'on a
AD et AD360 ici. Qu'est-ce que ça comprend? Mais quels modules peuvent être roulés avec? Patch Management, Full Encryption vont rouler avec l'ensemble des produits, que ce soit Endpoint Protection ou le EDR, Adaptive Defense 360. Les deux modules vont pouvoir travailler. Par contre, Advanced Reporting Tool, ça prend la télémétrie. Les deux qui peuvent nous fournir de la télémétrie, c'est les AD, AD360 et AD tout court. Donc, on n'aura pas ce module-là capable de fonctionner avec l'Endpoint Protection. Même chose, le CM Feeder, là, on va avoir besoin d'aller chercher AD pour être capable d'aller rouler cette information-là. Fait qu'on va avoir ça. Data Control, il est là. J'ai pris une slide qui est générique. Data Control n'est pas disponible en Amérique. C'est plus un produit européen pour le GPDR qui permet d'aller valider l'accès aux données personnalisées sur un poste de travail. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas rien de ce sens-là de notre côté, mais pour l'instant, on n'a pas ça dans nos choses. On a aussi, pour vous autres partenaires, et pour être capable d'aller exploiter, si vous dites « je veux être capable de travailler avec les produits de sécurité Endpoint WatchGuard, avec Panda, ces choses-là », il y a un API qui existe, qui va vous permettre, avec vos propres systèmes, d'aller interroger les statuts et on va voir qu'est-ce qui est disponible. On va pouvoir aller voir le statut de l'ensemble des clients qui ressemble un petit peu à ce qu'on va voir tantôt dans le portail partenaire. Chaque client, leur statut de protection, comment sont faits, on pourra avoir ces informations-là dans un système propriétaire localement dans vos choses. On va être capable d'aller voir les informations de licence affectées à un client, aller provoquer des liens de déploiement et des liens de désinstallation pour les produits concurrents à partir de notre propre environnement. Vous voulez être capable de fournir ces points d'installation-là à vos clients. Il y a moyen de le faire via l'API. On va être capable d'avoir un statut sur les attaques. Si vous reconnaissez ici les pastilles qu'on voyait dans la console de Panda, dans la console Eater, le mois passé, j'allais dire la semaine passée, mais le mois passé, on est capable d'aller chercher ça pour avoir la surveillance, les statuts des malwares, des Potentially Unwanted Programs, les POPs, les exploits, les programmes qui ont été bloqués, les tentatives de phishing, les malwares, les URL de malware, ces choses-là. Et avoir une surveillance de la protection par poste de travail, exactement comme on l'a dans la console. Via l'API, on est capable d'importer ces informations-là dans notre console à nous. Finir vite ici, configuration. On va être capable de provoquer, avoir la liste des configurations sans nécessairement aller jouer dedans, mais on va être capable de définir ça puis d'assigner les configurations au poste ou au groupe de postes si on a besoin de le faire. Et être capable de lancer des actions comme scanner, isoler un poste, ce qu'on avait accès dans la console, on pourra l'avoir dans notre outil Enzo. C'est ce qui fait le tour un petit peu de l'API. On va changer un peu d'air, on va aller dans la démo. On va aller voir un petit peu de quoi ça a l'air. Et là, j'espère avoir... Parfait. On revient dans notre console Eater qu'on a vu la semaine passée. La semaine passée, je suis comme stické sur ce terme-là. Le mois passé, dans notre première partie, on avait vu la console, comment on pouvait aller travailler là-dedans. Puis il y en a probablement qui avaient remarqué qu'il y avait un patch management, un full encryption qui était ajouté là. Et il y a un item qui s'appelle l'Advanced Visualization Tool ici, qu'on reconnaît. On va être capable d'aller voir dedans tantôt. Fait que pour ce qui est de notre patch management, quand je vais dessus, étant donné que j'ai un agent qui roule sur mes postes de travail, je vais avoir déjà, je pourrais montrer ici, si je vais dans le computer, on avait vu que, exemple, si je vais dans mon Windesktop 1, mon ami Windesktop 1, j'ai une liste des logiciels qui roulent avec leur version. Fait que déjà, j'ai un inventaire que j'étais capable d'aller chercher pour mon poste de travail. En ayant l'inventaire, ça va me permettre d'aller, avec mon outil de patch management, d'aller inspecter les CVE qui concernent ces logiciels-là. Donc, on a une base de données CVE qui est disponible. WatchGuard, on va travailler avec. Puis, on va être capable d'aller dire que maintenant, dans l'ensemble de notre parc, on a 72 patchs de niveau critique qui peuvent être installés. Donc, on va voir notre barre rouge ici. On va avoir 23 niveaux importants et d'autres patchs à niveau bas ou non spécifiés. Fait que je pourrais faire carrément aller vérifier qu'est-ce que j'ai à faire sur les mises à jour critiques en allant là. Et là, il va me donner une liste de mes postes de travail, les noms.
que je peux faire une recherche dessus. Je suis capable d'aller chercher mon filtre pour faire vérifier est-ce que ça s'applique à un poste de travail, un portable, un serveur. Je peux faire une recherche sur un CVE en particulier, puis granulariser ma recherche avec un paquet de paramètres ici. Un coup, ça c'est fait, si je veux avoir accès dessus, j'ai accès à une liste de patchs. On va voir ici que ce n'est pas seulement des mises à jour Windows, c'est pas seulement, on va avoir un ensemble de produits. Je vais vous montrer dans pas long la liste des produits qui est non exhaustive, là, ça bouge, on est capable de faire de quoi. On serait capable d'aller faire une mise à jour de Firefox. On voit que c'est une mise à jour critique parce que ça exploite une vulnérabilité. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait faire la mise à jour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Sélectionner une ou plusieurs. On va avoir des actions de disponibles là-dessus en faisant soit une installation immédiate ou je veux faire une planification. Je suis capable de programmer une tâche qui va faire une installation plus tard. Fait que si je fais une cédule d'installation, il va me demander quand est-ce que je veux la partir, qu'est-ce que je voudrais faire. Et là, il va la faire pour le produit que j'ai là. Je vais faire cancel ici. Je vais revenir en arrière sur mes mises à jour ici. Je pourrais la lancer immédiatement pour le poste. Je pourrais sélectionner, faire un filtre, sélectionner un poste de travail, travailler la mise à jour. Je pourrais toutes les sélectionner et créer une tâche pour le faire aussi. Fait que ça me permet d'avoir une belle visibilité sur tout ce qu'il y a à faire. La beauté de ça, c'est que ça sert de l'agent pour faire le travail. Il y a des paramètres, on peut redémarrer immédiatement, on peut demander à l'usager de le faire pour nous. On est capable, on a de la flexibilité à ce niveau-là. Ça va permettre aussi d'aller chercher une tâche et d'être capable d'aller ajouter une tâche qui ferait l'installation des mises à jour. Et là, on pourrait dire tâche d'installation des mises à jour. On va faire les critiques, on pourrait faire les importantes. Et là, on a une liste de logiciels. Qu'est-ce qu'on veut faire les vérifications? Fait qu'on pourrait faire une tâche qui pourrait aller vérifier l'ensemble de nos produits. On pourrait les sélectionner ou les laisser cliquer là. Et là, on a une liste que je déroule tranquillement qu'on va pouvoir voir. Fait que quand moi, je m'en sers, ça met à jour mon Wireshark que je me sers souvent. Ça va mettre à jour mon Notepad++. Fait que l'outil va faire ça. Fait qu'aussitôt qu'il va détecter une mise à jour, il va le faire. Si on a un outil, si la question vient, est-ce qu'on veut faire un rollback? Si le manufacturier fournit le logiciel de désinstallation, je cherchais le terme pour le rollback de la mise à jour, on serait capable de le faire. S'il n'est pas fourni, là, on est pris avec la mise à jour si on l'a fait. Fait qu'on va être capable de travailler selon des cédules de ce côté-là. Si je m'en vais dans mes settings, puis que je m'en vais voir pour mon patch management, ça va me permettre encore là soit de prendre le paramètre par défaut ou d'en créer un de façon manuelle, de façon avec mes paramètres de préférence qui ne sont pas ceux par défaut. Ou est-ce qu'on pourrait dire, ben, je veux désactiver le Windows Update pour que ça soit la seule source d'installation de mise à jour, ça soit Patch Management. Et on veut faire une vérification automatique une fois par jour. On est capable d'établir la fréquence puis comment on va le faire. Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va aller faire? Fait que nos paramètres vont se faire à ce niveau-là. C'est assez flexible puis on est capable d'aller chercher ça. Si je vais vers l'autre module, je vais revenir ici, on avait le module de full encryption ici, qui va nous donner, excusez, je reviens à Patch Management. C'est vrai, je voulais finir le tour de, on a vu l'installation des mises à jour. Tantôt, on va voir aussi, est-ce que j'ai des postes que ça fait longtemps que ce ne sont pas rapportés? Est-ce que j'ai des postes en problème à ce niveau-là ici? Et est-ce que j'ai des logiciels qui sont en fin de vie? Fait que là, dans ce cas-là, j'ai un rond rouge, j'ai 39 dedans. Fait que je vais aller chercher ma liste de logiciels qui sont en fin de vie. Et est-ce qu'il y a moyen pour moi, administrateur de système, d'aller dire, j'ai-tu une option pour enlever ce logiciel-là qui est un potentiel de surface d'attaque, qui est un potentiel de vulnérabilité, parce qu'il y aura plus, il est en fin de vie, il est annoncé comme il n'y aura plus de mise à jour à ce niveau-là. Fait que ça, c'est un autre point important qu'il faut regarder, soit comme partenaire ou comme client. Je reviens à full encryption, finalement. On arrive ici, et tantôt, j'ai dit qu'on se servait de BitLocker, qui est un produit Microsoft, pour encrypter les postes. Fait que là, on va voir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui est encrypté, qu'est-ce qui est fait via le TPM, autrement dit le Trusted Platform Module, qui est un module
un chip physique dans un poste de travail, c'est la meilleure méthode d'utilisation et c'est le chip qui va contenir les clés et s'occuper de décrypter si l'accès est bon. On va être capable, on va aller jouer dans les paramètres tantôt, dire est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on veut forcer un mot de passe, est-ce qu'on veut forcer l'encryption, qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec ça. Et on va voir si j'avais aussi des postes qui avaient été encryptés pas par le système, qui n'a pas été déclenché par full encryption, mais qui avait déjà été fait par l'usager lui-même, encrypté par l'usager. J'ai actuellement 3 postes ici. Le point important à savoir ici, c'est si j'ai des postes encryptés par l'usager, je suis content, le poste est encrypté, il est protégé. Mais je n'aurai pas accès à la clé parce que ce n'est pas le système. Fait que si on veut récupérer un poste encrypté, c'est une décision à prendre comme administrateur. Si je veux le récupérer dans le système pour avoir accès justement à sa clé, il va falloir que je provoque la décryption par configuration, puis aller le réencrypter via full encryption de Panda ici. Puis là, on va avoir accès à la clé. Mais j'ai quand même accès à son statut à ce niveau-là. Et on va avoir le breakout un petit peu de comment ça se passe. Si je vais dans mes ordinateurs, vous montrer qu'est-ce qui peut arriver. Je m'en vais sur mon ami Desktop 1 ici. Je m'en vais dans le bas. On va voir exactement qu'est-ce qui se passe avec l'encryption, la protection des données. On voit que l'encryption est activée. J'ai accès à mes clés de recouvrement. Donc, j'aurai accès ici à mes 2 sets de clés. Pourquoi j'en ai 2 dans ce cas-là? Parce que si je vais voir qu'est-ce qui est encrypté, je vais faire More Information, je vois qu'il y a un C et qu'il y a un D qui sont aussi encryptés. Et là, dans mes paramètres, je vais pouvoir dire est-ce que j'encrypte le disque au complet, y compris l'espace libre, ou j'encrypte seulement l'espace occupé. C'est un paramètre que vous pouvez faire, dépendamment du type de poste, la vitesse qui va travailler, ces choses-là. C'est une chose à faire. Comment il est encrypté actuellement? Celui-là, il fonctionne avec le TPM, donc il fonctionne avec la meilleure date. Et j'ai ma date, mon statut d'encryption. Si jamais on avait à fournir le statut, c'est le point ici que j'avais. Depuis la dernière version de Heater, on a aussi une flexibilité d'aller encrypter les removable devices, le stockage mobile sur l'appareil. Puis on serait capable aussi d'aller chercher les clés à ce niveau-là pour aller faire, je préfère un copy recovery key ici, pour aller jouer sur les disques qui auraient été. Parce qu'on va pouvoir dire, est-ce que si l'usager, on va le voir dans les paramètres tantôt, si l'usager insère un stockage amovible, j'ai trouvé mon mot, un stockage amovible dans l'appareil, on pourrait forcer l'encryption, lui demander s'il veut faire l'encryption de ça à ce niveau-là. Donc, on va avoir le statut ici. Même chose, je m'en vais dans mon settings ici. J'ai même chose, j'ai mon défaut, mais j'ai aussi un paramètre, customisé, mais personnalisé. Et là, on va pouvoir dire, là, je suis dans le patch management, je ne suis pas dans le bon, mais voilà, je suis à la bonne place. Et là, on va pouvoir voir comment il est appliqué. Est-ce que je veux activer l'encryption des disques? Par défaut, il ne l'est pas. Donc, il va falloir que je crée un kit de paramètres pour être capable de dire je veux faire l'encryption des disques. Est-ce que j'ai besoin d'un mot de passe? Est-ce que j'encrypte les appareils qui démarrent avec une clé USB? Est-ce que j'encrypte l'espace inutilisé ou pas? Et qu'est-ce que je fais avec les médias qui sont détachables du disque? Fait qu'on a tous ces paramètres-là pour être capable d'aller jouer dedans. Un coup ça fait, on va assigner notre kit de paramètres dans nos ordinateurs, comme on l'a fait. Si je m'en viens ici, je vais l'assigner à un ensemble d'ordinateurs pour être capable de dire ceux-là sont encryptés, ceux-là ne sont pas encryptés. On va être capable de jouer avec ça. Rapidement, on revient ici sur notre outil de visualisation des données, qui est un lien externe, et on va tomber sur cette page-là ici, que j'étais prélogué parce que des fois, elle est un peu lourde. On va aller chercher, on va avoir déjà notre page d'accueil. Les points intéressants que je voulais vous montrer, c'est l'accès aux données de façon unitaire. Donc, j'ai carrément accès à chacune de mes bases. Ça prend une mini connaissance en SQL, en SQL, en langage SQL pour être capable d'aller fouiller dedans à ce niveau-là, parce qu'on a quand même des pages déjà sorties. Mais quelqu'un qui est fort avec ça pourrait commencer à aller chercher des réponses sur les tables qu'on a là. Donc, exemple, si je veux aller jouer dans la table, quels sockets ont été ouverts, aller
provoquer des requêtes, aller faire des recherches, aller fouiller dedans. C'est carrément l'ensemble des données. Et là, j'ai accès à tout. Fait qu'on est capable d'aller se faire plus comme ça. Je veux aller voir l'utilisation des sockets qui ont été ouverts par Chrome. Fait que je vais aller faire appliquer ici. Fait que là, j'ai toutes les sockets qui ont été ouverts par Chrome. Fait que j'ai commencé à filtrer, mais si on veut aller plus loin, on est capable d'aller éditer notre langage ici avec notre définition d'alerte. Comme ça ici, on a notre égal, on est capable d'aller fouiller, on est capable d'aller changer nos choses. On va être capable d'aller créer des nouveaux filtres. On va pouvoir aller bouger dedans. Si on ne veut pas aller jouer dans le SQL, on va avoir accès à des panneaux, des panneaux dashboard, où est-ce qu'on va avoir déjà prédéfini les comportements de nos postes. Fait qu'on va être capable d'aller voir au niveau de nos applications qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup d'informations encore ici. On va avoir nos top utilisateurs. Si vous reconnaissez un petit peu ça, quand on a des logs au niveau des Firebox, on a les mêmes affaires. Nos dashboards, nos utilisateurs les plus demandants, la bande passante, les types d'applications, ces choses-là, on va retrouver les mêmes choses ici. Quelles applications ont consommé de la bande passante? On aime peut-être ça aller voir qu'est-ce qui est là, par exécutable ou par nom de machine. Fait que là, on va aller voir quelle machine. Ah, mon laptop 4 aujourd'hui a consommé 5 gigs de données. C'est un de mes gros. Fait que si je m'en vais dedans, je suis capable d'avancer et d'aller voir plus creux dans l'ensemble, dans l'application, dans le poste pour aller voir qu'est-ce qu'il a fait. On va aller voir ici. Ah, normalement, souvent, j'ai Spotify qui va être dans mes plus utilisés. Aujourd'hui, dans mes applications, au niveau du volume de données, ça va être Skype. Fait qu'on va être capable d'aller voir que Skype a été mon application qui m'a demandé le plus et ça vient du WinServer numéro 4. Fait qu'on va être capable d'aller driller dans nos datas à ce niveau-là. Même chose sur nos incidents de sécurité. Là, on va avoir nos alertes, une vue explosée de qu'est-ce qui s'est passé, qui va nous permettre d'aller avoir un premier coup d'œil sur ce qui se passe, puis peut-être pouvoir aller chercher l'information de façon plus creuse par après. Fait que ça fait un petit peu le tour de cette portion-là. Je vais juste revenir. On va retourner dans ici. La deuxième portion que je voulais aborder avec vous autres aujourd'hui, parce que le temps file, c'est le portail partenaire. On s'en vient. Et le portail partenaire, et là, je voulais mettre cette image-là parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, du monde, pas de masse, qui travaille ensemble. Mais c'est l'image pour les MSP qu'on a. Je trouvais que ça faisait du bien de voir ça. Mais on va voir que tout ça, c'est est basé et fait pour les gens qui font du service géré. Fait que une vue de vos clients, être capable d'aller faire l'assignation de vos licences, travailler sur vos démos, faire de la gestion à distance de façon ségrégée, bien protégée des clients un de l'autre. Fait que ça va être ça. Ici, on a une page en anglais, mais on va aller voir dedans pour exactement ce que ça fait. Fait qu'on va pouvoir, à partir du portail partenaire Panda, et là, je vais mettre un terme ici, on va pouvoir créer nos clients. Ça va nous permettre en même temps d'aller dire est-ce que c'est un client qui est complètement géré, fait qu'on va pouvoir y pousser des templates ou on va pouvoir même avoir accès à sa console à distance, même si le client de son côté va avoir aussi accès à sa console. On va être capable d'aller faire l'assignation de démo ou de licence d'essai pour le client. On va être capable d'aller faire l'assignation de licence si on est en mode MSSP et qu'on a un pool de licences, on peut aller faire l'attribution de licence à l'unité. On peut aller renouveler ces licences-là en même temps. Puis, on va pouvoir aller jouer dans la console, aller voir un statut de comment les services se comportent pour l'ensemble de nos clients, ces choses-là. La chose aussi que je voulais vous montrer, je reviens avec mon futur, et là, je veux vous montrer le futur. C'est en bêta aujourd'hui, mais la gestion du endpoint security s'en vient ici, c'est le petit logo de WatchGuard Cloud. Vous connaissez déjà, on a fait des présentations là-dessus, comment WatchGuard Cloud est capable actuellement de
vous avez votre vue de client, vous avez votre vue MSP là, dans ça. Vous pouvez faire exactement ce que je viens d'expliquer, l'assignation de licence. Vous pouvez gérer divers produits pour vos clients et tout dans le futur s'en va vers là. Actuellement, vous allez retrouver Visibility qui est les logs des Firebox. Vous allez retrouver Hotpoint qui est gérable à partir de là. APT, pas APT, excusez, TDR qui est actuellement géré dans WatchGuard Cloud. On va avoir Endpoint Protection qui s'en va là. On peut gérer la configuration des pare-feux dans WatchGuard Cloud. On peut, et tout se dirige vers là. Fait que tout va être dans une console unifiée. Tout s'en va vers là. Donc, on va aller faire un petit démo de ça rapidement. Je reviens avec cette portion-là ici. Bon, on va commencer par ici. Fait à partir de mon portail partenaire, ça ici, c'est le portail Panda. Fait que si vous êtes un partenaire WatchGuard, oh, j'ai une question. Est-ce qu'on peut, c'est du device protection, est-ce qu'on peut sortir des données granulaires par USB externe, WebFTP ou email? Non, pas avec AD. C'est pas AD qui va faire ce travail-là, Maxime, pour la question. C'est est-ce que dans Panda, est-ce qu'on peut empêcher les endpoints de sortir des données de façon granulaire par USB ou par WebFTP? Autrement dit, c'est de la détection de données. C'est pas le produit qui fait ça. C'est pas Adaptive Defense 360. Je reviens à mon portail partenaire ici. On va avoir l'ensemble de mes produits. Vous voyez dans le haut que j'ai des licences attribuées à moi comme partenaire que je peux assigner à mes clients en bas. Fait qu'un coup, j'ai ça. Je peux aller gérer mes clients. Fait que si je m'en vais dans ça ici, on pourrait faire l'enregistrement d'un nouveau client. Et là, parce que, encore une fois, je ne veux pas vous faire dépasser le temps, je ne le ferai pas au complet, mais là, on serait capable de créer un nouveau client complètement. Ce que ça va faire, ça l'envoie un courriel d'invitation à la plateforme Panda. Fait qu'à ce moment-là, on a besoin des informations pour le créer. Un coup que notre client est créé, on va pouvoir venir dans le statut-ci puis aller faire l'assignation de client. Fait que j'ai mes choses ici. Fait que je m'en vais dans mon client MapleRush. Et là, on va voir qu'actuellement, j'ai mes informations de licence. J'ai AD360 d'installer et je serai capable d'aller changer ou assigner des licences à ce client-là. Je pourrais aller dire, je veux faire full encryption, oups, mais je veux y donner une licence d'essai parce qu'actuellement, il ne l'a pas. Je veux faire advanced reporting, je vais aller créer aussi une licence d'essai parce qu'il ne l'a pas. Je pourrais, par le fait même, aller carrément assigner des licences à partir de mon pool pour être capable de commencer le service pour ce client-là. Je vais être capable, à partir de là aussi, de dire qu'est-ce qui arrive à l'échéance des licences. Est-ce que je suis capable de le renouveler? Est-ce que je fais le renouvellement automatique ou pas? Et là, on va être capable d'avancer avec ça. Un coup que mes clients ils ont des licences, ils peuvent commencer à travailler. On voit comment que ça se passe ici. Je vais être capable d'aller, on voit par le petit icône là que je suis capable d'aller dans sa console client. Donc, si j'explose cette portion-là, vous allez reconnaître la console, qui n'est pas pantoute la console de démo de ce client-là. Et là, on va être capable d'aller soit dans le système management ou dans le AD360 pour ce client-là. Si je clique sur AD360, j'ai accès à sa console pour le gérer de façon distante. Si je reviens en dedans, on voit exactement ce que j'ai dans mon client. On reconnaît ça, je ne repasserai pas au travers ici. Je reviens dans mon client, mais en plus, je suis capable, je veux l'avoir en mode géré. J'ai accès à mes settings et ici, je m'en vais dans mes settings. Mais vu qu'on est sur la plateforme Ether, on va aller chercher nos settings qu'on voit ici. Ce qu'on va pouvoir voir, le statut de nos clients. Dans mon cas, j'en avais deux. J'avais MapleRush et PathWGSE Inc., qui est mon laboratoire ici. Et là, on voit que comment mon Advanced Protection est seté, qu'est-ce qui se passe? On voit que j'ai un problème au niveau de PathWGSE, fait que j'ai une vue centralisée. Si vous reconnaissez, si vous avez remarqué, si vous êtes perspicace, tantôt dans les API, dans mon PowerPoint, il y avait une image qui ressemblait à ça. Donc, c'est aussi un statut que vous êtes capable d'aller chercher via l'API si vous voulez l'utiliser. Là, on va avoir accès à mes choses. J'ai aussi parlé, est-ce que ce client-là est un client complètement géré? Ça veut dire que je serais capable de lui pousser mon intelligence de fournisseur de services de sécurité, mon intelligence MSSP.
Si vous voyez ici, on reconnaît un petit peu les menus de paramétrage pour l'outil pour Adaptive Defense ou Adaptive Defense 360, la console Ether qu'on avait vue. Je serais capable d'aller pousser des paramètres pour les stations poste de travail, le blocage. Fait que tous les paramètres que j'ai, mes patch management, je serais capable de lui envoyer de façon et envoyer à l'ensemble de mes clients mon intelligence de service provider. C'est ma configuration, mes systèmes, et là, ils vont apparaître comme disponibles dans la console client et je vais pouvoir l'appliquer à des postes de travail à ce moment-là. Fait que si vous faites des configurations centralisées, ça va être la façon de le faire. On va pouvoir aussi aller dans Customization, aller chercher, changer les couleurs. Là, sont bleus. Il y a des gens qui m'ont dit, hey, c'est pas rouge. On pourrait faire changer en rouge ici. On pourrait aller mettre les logos qu'on veut bien voir dans les consoles pour être capable d'aller mettre notre image corpo à nous autres. Fait que c'est un peu le portail partenaire à l'heure actuelle. Fait que c'est votre outil de gestion centralisé pour vos clients. J'ai dit qu'on regarderait un petit peu le futur. On va aller voir WatchGuard Cloud. Et là, vous reconnaissez la vue de WatchGuard Cloud, où est-ce que j'ai, comme fournisseur de services, j'ai l'ensemble de mes clients à gauche ici. On avait déjà passé à travers cette portion-là. Les nouveautés, c'est en bêta. Là, j'avertis, ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver là, à moins d'avoir accès au bêta aujourd'hui, mais vu que c'est le futur, c'est un bêta qui est disponible. On va avoir, on retrouve ici Trials. Excusez, ma console est en anglais. Où est-ce que j'ai un produit qui s'appelle Endpoint Security Trials. Et là, c'est le premier que je suis capable de faire ça. On espère avoir l'ensemble des services faits là, mais je peux aller pour ma liste de clients ici, aller partir des trials de produits de Endpoint Security. Donc, on va avoir les termes ici pour une période. Et je vois le statut, combien de temps il me reste, est-ce qu'il a été consommé ou pas, et je peux activer pour chacun de mes clients ce que je veux. Fait que si je veux faire, exemple, pour démo ici, je vais aller activer un produit. Fait que je vais aller choisir EPDR, qui est l'équivalent de AD360, EDR, qui est Adaptive Defense, ou Endpoint Protection, qui est, ça le dit, Endpoint Protection. Donc, je serai capable d'aller activer des essais. Fait que de façon centralisée. Un coup que c'est les essais, ou même les licences à terme s'en viennent là, si je m'en vais dans mon client LabPad Beta, j'ai un item ici qui va s'appeler Configure Endpoint. Et là, on va reconnaître encore une console qu'on a vue, qui était bleue, mais maintenant qui est intégrée, qui est incorporée dans notre WatchGuard Cloud, qui est le futur de la console MSSP qu'on vous offre. Le plan dans tout ça, c'est de travailler pour vous autres, les MSSP, pour avoir une console unique pour gérer les services de sécurité de vos clients. Fait qu'on voit ici, j'ai mon statut. Je vais juste revenir à mon point central. J'ai actuellement aucun ordinateur de lancer dans celui-là. Je suis en trial seulement, mais j'ai accès à mes informations. J'aurai la liste de mes ordinateurs, on reconnaît ça, on reconnaît ma page de settings et je suis capable d'aller faire ça. J'ai aussi, tantôt j'ai parlé, aller provoquer les templates. On va avoir la même fonctionnalité au niveau d'endpoint. On va avoir des templates de configuration qu'on va pouvoir déployer à l'ensemble de nos clients de façon centralisée. Avec votre intelligence de service provider, vous pouvez la déployer à partir de là. Vous pouvez actuellement la faire pour des Firebox. Votre intelligence de fournisseur de services pour les Firebox, on fait un template, on est capable de le pousser à partir de là. Ça s'en vient là. Allez vérifier ça. Est-ce que j'ai un ETA pour la plateforme unique? C'est bientôt. Ben, pour ce qui est actuellement, c'est chaque produit a son roadmap pour l'intégration dans la plateforme. Actuellement, ce qu'on retrouve là, comme j'ai montré tantôt, on est capable de configurer, de visualiser les Firebox. On est capable de faire tout avec Outpoint. TDR est là. On est capable de... Les produits évoluent autant. Authentication Domain, c'est une orientation que WatchGuard prend pour avoir une configuration de services d'authentification centralisés, autant pour l'accès à vos VPN, à vos devices, à vos consoles, ces choses-là. On voit qu'Endpoint s'en vient là. On va voir apparaître des choses, le reste de nos produits dans le courant de l'année, début de l'année prochaine. Tout s'en vient dans ça. L'idée, c'est que nos produits WatchGuard s'en viennent dans la console. Je ne peux pas promettre dans un webinaire comme ça des dates,
mais c'est en cours. Donc, ça, c'est le futur pour la portion console de gestion. Il y a quand même la console qui existe encore, votre console partenaire ici, que vous allez être capable et que vous êtes toujours capable d'aller jouer dedans, faire l'assignation des licences. C'est pour ça que quand vous allez faire une commande de licence, si vous l'enregistrez dans votre compte, ça tombe dans votre pool. Fait qu'il y a une différence entre votre pool de licences que vous pouvez attribuer à l'unité à chacun de vos clients et des licences à terme que vous assignez à un client. Ça vous permet quand même d'aller le gérer à partir de là, mais c'est la façon centralisée pour le faire. Je continue. On avait System Management, le temps file, fait que rapidement, je vais juste montrer. System Management, qui est un RMM, le terme français encore. On en a un, oui, c'est moins connu. Il est là depuis qu'on a fait l'acquisition de Panda, mais il vient de façon autonome. Si vous allez voir dans la liste de prix, il est là sous System Management. Il vient en deux bundles ou ensemble de licences, soit avec Endpoint Protection, qu'on va appeler Fusion. Donc, c'est deux produits dans une même licence, ou le Fusion 360 qui se trouve à être Adaptive Defense 360, vous avez reconnu le 360, et Systems Management qui est le RMM. Encore là, deux produits dans un seul groupe de licences, un bundle qu'on va avoir. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? De l'alerte et des surveillances pour l'utilisation de vos réseaux, serveurs, postes de travail, chaque machine, utilisation du processeur, utilisation de la mémoire, utilisation du disque dur, alerte sur les disques durs. Il y a beaucoup de scripts qu'on va pouvoir aller jouer dedans. Les appareils réseau, imprimantes, est-ce que le niveau est bas sur mes imprimantes réseau? Et on a les équipements réseau, les commutateurs, et oui, on peut monitorer un WatchGuard avec ça, monitorer sa performance, monitorer ses interfaces, aller accumuler des données à ce niveau-là. On a des systèmes déjà prédéfinis dans ça. On va être capable d'aller exécuter des scripts. On va pouvoir aller faire de la gestion à distance, soit par RDP sur un poste de travail Windows, par VNC, par PowerShell. On est capable d'aller faire de la gestion à distance sur nos postes de travail. Vous voulez une console centralisée pour la maintenance, c'est System Management qui va le faire. On a aussi tous les scripts et les tâches rapides que vous allez avoir. Il y a une portion qui s'appelle le ComStore, Component Store, qui va vous permettre d'installer différentes façons de monitorer les produits, quoi faire avec, comment gérer les alarmes, ces choses-là. On a un autre patch management. Là, ici, on a un patch management qui est géré sur le poste de travail. Contrairement au patch management qui est complémentaire dans Adaptive Defense, qui est un produit de sécurité, le produit dans Adaptive Defense, dans Panda, va aller chercher par un CVE, des failles de sécurité, vous donner un statut de sécurité. Fait qu'on va le faire pour ça. Au niveau du RMM, ça devient un outil de gestion centralisé. Ça fait la même tâche, c'est pas le même schéma de pensée en arrière de ça, comment il va le faire. Mais on est capable de déployer des mises à jour à partir du système aussi de façon centralisée. On va pouvoir créer des ensembles de logiciels, en bon français, des packages de logiciels pour faire des déploiements encore centralisés, monter. Si on veut faire, par exemple, on veut un outil parce que l'agent Panda, l'agent Eater qu'on veut déployer sur les postes de travail, on peut envoyer une URL, on l'a vu la semaine passée, on peut créer un MSI sur une clé USB, faire le tour, on peut se servir d'un outil de déploiement par GPO. Systems Management est un autre outil. On pourrait importer la MSI, créer un package et assigner à des postes de travail le déploiement de ça. On va avoir aussi un système de billets qui va nous permettre de faire le suivi sur les interventions sur les postes de travail. On va aller voir un petit peu très rapidement parce qu'il était 54. Fait que je vais vous faire un tour vite. Ce n'est pas un tour d'explication, c'est pour vous donner, mettre l'eau à la bouche si jamais dans un prochain webinaire on en parle. Donc, je vais juste cacher cette chose-là. Et on va aller voir ici, et là, on va aller dans ma console, PathWGSE. On avait vu tantôt que j'avais une tuile quand je rentrais dans PathWGSE qui s'appelait System Management. Donc, on va aller dans ma portion System Management. Où est-ce que j'ai mes sites? Fait que, actuellement, moi, je fonctionne avec deux sites. On va aller dans la maison où est-ce que j'ai des devices, j'ai des appareils que je vais être capable d'aller jouer dessus.
et aller provoquer des actions. Si je le sélectionne ici, j'aurais peut-être dû, je vais avoir mon statut de poste de travail, probablement qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se log dessus, c'est quoi la machine, quelle version qui est, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie actuellement. Il a fonctionné un petit peu ce matin. On va aller faire un audit dessus. On va avoir un paquet d'informations. Mes disques sont remplis, à quelle capacité. On va avoir l'état, les MAC adresses de mes cartes réseau. Tout l'appareil, son pedigree est là. On est capable d'aller chercher ça. On va pouvoir aller créer des moniteurs dessus pour aller se faire des alertes par la suite. Aperçu, il y a quelqu'un qui m'a corrigé une faute. Désolé. D'habitude, c'est moi qui le fais aux autres. Et on va pouvoir aller pousser des mises à jour avec l'ensemble, notre gestion de mise à jour à ce niveau-là. Si je reviens sur mes devices ici, je serai capable d'aller dessus et d'aller faire carrément un remote desktop ou un VNC ou une gestion à distance pour aller supporter un usager qui aurait besoin d'aide. La différence entre les trois et pourquoi je peux faire les trois, remote desktop, l'usager ne voit pas ce que je fais. Donc, je serai en train de faire une installation à distance et je n'ai pas besoin que les gens le voient. Je suis en dehors des heures, ces choses-là. VNC, je suis en train de faire une assistance à distance et je veux que l'utilisateur me montre et que je lui montre des choses et je serai capable d'aller chercher ça. On va aller dans le ComStore, où est-ce que tantôt je vous disais qu'on avait des scripts et des outils pour travailler ça. Fait que là, on a une panoplie soit d'applications complémentaires, de device monitor, c'est déjà des prédéfinis, qu'est-ce qui va être géré, qu'est-ce qu'on va aller chercher pour monitorer un appareil, pour être capable, encore là, sur le moniteur, d'aller déclencher des alertes là-dessus, des scripts de préinstallation, des scripts de travail sur des postes de travail. Fait que ça fait un petit peu le tour, mais c'est pas vrai, ça fait pas un petit peu le tour, c'est un aperçu de ce qu'on va pouvoir faire avec System Management. C'était un petit peu pour vous mettre l'eau à la bouche. S'il y en a d'entre vous autres qui disent « Ah, ben j'avais jamais vu ça, vous êtes intéressé », gênez-vous pas, contactez l'équipe de vente, contactez-moi, on pourra préparer de quoi de plus complet. Sinon, dans un futur proche, on va sûrement passer au travers de ça. Fait que je reviens, aperçu, ça doit être ici. Ouais, j'ai mis mes... Merci, Guy. Je ne vois pas de questions. Encore une fois, et là, il y en a qui l'ont fait et on a pris en compte. Il y a eu des gens, je vous dis, allez là, allez suggérer c'est quoi vous voulez parler. Il y a des gens qui sont allés, qui ont laissé des commentaires et il y en a qui ont dit, nous, on veut entendre parler de Wi-Fi. Et ça s'en vient. Le Wi-Fi, on l'a, on vous a entendu, on va préparer, on avait fait Wi-Fi partie 1, on parlait un peu plus de design, on parlait un peu plus de préparation du Wi-Fi, comment c'était important. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur le YouTube que vous allez avoir le lien. Si vous voulez donner des commentaires, dire comment vous appréciez nos Tech Thursdays, en voulez-vous encore, est-ce qu'il y a des sujets particuliers que vous voulez entendre, vous ne vous gênez pas à ce niveau-là, allez dessus. Et ça s'en vient. Fait que le prochain rendez-vous, le 20 mai 2021, et ça devrait être du Wi-Fi. Fait que merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis content que vous ayez pris de votre temps ce matin pour m'écouter. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et gênez-vous pas si vous avez des choses à dire, si vous avez des suggestions à faire sur ce que vous voulez entendre sur le site qu'on a vu tantôt. Fait que bonne journée, soyez sages.